inscrit à ce webinaire. J'essaye de me mettre bien pour que vous arriviez à nous voir tous les deux, que l'UEFE organise autour de la thématique liée à l'expatriation. Je me présente rapidement, Marc Lévy, je suis psy et coach. L'idée de base est venue de commencer à apporter un soutien aux expatriés à travers le coaching et de créer cette plateforme qui s'appelle Urgence Coach. Parce que dans ma consultation, en fait, depuis quelques années, j'ai de plus en plus de demandes d'accompagnement en prévention d'une expatriation et surtout pendant, parce qu'effectivement, ça touche une zone de stress importante. Je vous rappelle, pour ceux qui le savent peut-être pas, que sur une échelle de 1 à 100, les 3 premières causes de stressogènes et anxiogènes, c'est le deuil, la rupture et tout de suite derrière le déménagement. A fortiori, un déménagement au coin de la rue peut déjà être terriblement stressant, mais alors à l'étranger, c'est évidemment bien pire. Voilà. Donc on a décidé de créer cette plateforme pour vous permettre de poser des questions, d'être accompagné régulièrement et aussi souvent que le besoin s'en fait sentir par des coachs professionnels qui sont, eux, largement formés, de par leur expérience personnelle et puis de par leur formation, à accompagner les personnes autour de l'expatriation, mais aussi autour de la parentalité, etc. Tout ce dont on peut avoir comme besoin autour de ce déplacement vers l'étranger. Ou le retour d'ailleurs, qui est aussi facteur de stress. Voilà. Donc je vais passer la parole à l'une d'entre vos coachs, Carolina, qui est ici présente, que je vais laisser se présenter et qui va donner quelques éléments, j'imagine, pour vous éclairer sur cette thématique. Merci à vous. Carolina, je t'en prie. Merci Marc. Bonjour à tous, je m'appelle Carolina Eretzmann et donc je suis coach spécialisée dans les problématiques interculturelles et aussi l'expatriation. J'ai été moi-même expatriée pendant plus de 11 années dans des pays comme les Émirats, le Pakistan, également en Angleterre et au Kenya. Donc j'ai une expérience de vie marquée par ces problématiques-là. Pour ma famille, mon conjoint et également j'ai 3 enfants qui ont vécu ces diverses expatriations. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de comment faciliter justement l'expatriation et à travers cette présentation d'environ une vingtaine de minutes, nous allons d'abord aborder quels sont les changements engendrés et rencontrés en expatriation. Ensuite, les phases d'adaptation et la transition qui fait partie de cette expérience pour aborder comment faciliter cette expérience en expatriation et la solution pour vous accompagner à travers certaines difficultés que vous pourrez rencontrer avec le coaching à distance. Je précise également que nous vous enverrons la présentation de ce webinaire dès demain, une fois l'enregistrement fini, et ça vous sera envoyé par email dès demain. Et on propose qu'après les 20 minutes de présentation, de répondre à vos diverses questions au fur et à mesure jusqu'à la fin. Donc, l'expatriation. L'expatriation est une transition de vie qui est importante, qui est parfois choisie, parfois subie, parfois une opportunité qui fait que on se lance dans une nouvelle aventure et qui présente beaucoup d'opportunités, plein de belles choses à découvrir et qui peut aussi présenter certains défis d'adaptation. Donc, on va explorer ensemble les différents types de changements qui peuvent être rencontrés en expatriation pour mieux comprendre la dynamique et qu'est-ce qui peut se passer. Donc, comme je l'ai dit, c'est une expérience qui est riche en changements. Il y a des changements auxquels on s'attend, d'autres auxquels on s'attend un petit moins dans la préparation de l'expatriation. On parle souvent de choc culturel, qui est un véritable défi quand on part à l'étranger parce que c'est notre cadre de référence culturel qui rencontre un autre cadre et qui parfois est déstabilisé si nous n'y sommes pas suffisamment préparés
et surtout par les subtilités qu'on peut rencontrer. Néanmoins, il n'y a pas que le choc culturel, puisque il y a d'autres changements qu'on subit en même temps et qui s'associent à ce choc culturel et ensemble peuvent être assez difficiles à gérer. Parmi ces changements, on a le fait de s'intégrer dans un nouveau pays. Donc, un nouveau pays, ça veut dire un nouvel environnement qui peut avoir un impact sur notre santé, sur notre bien-être quotidien, notre style de vie, comme le climat, euh, le climat, l'altitude, les conditions de vie, tout ça fait partie du nouvel environnement. On apprend aussi à faire sans. Donc, souvent, quand on découvre un nouveau pays, on s'installe et ben, il y a une liste de toutes les choses qu'on n'a plus qui commence à se faire et on ne se rendait pas compte qu'on appréciait ces choses-là. Et puis, on apprend à faire sans toutes ces choses. Ça peut être de la nourriture. Par exemple, nous, un des sujets, c'était comment faire sans Nutella. Tout d'un coup, le Nutella était devenu très important et dans certains pays, il n'y a pas de Nutella ou ça arrive de temps en temps et tout le monde se jette dessus dans le supermarché. C'est aussi apprendre à faire sans, enfin, c'est aussi apprendre à ne plus faire certaines choses. Dans certains pays, on ne peut pas marcher dans la rue librement, par exemple, parce qu'il n'y a pas de trottoir. Donc, on apprend aussi des nouvelles habitudes de fonctionnement parce qu'on ne peut plus faire. Il y a la perte des routines, qui est un des premiers facteurs quand on change de lieu, on change ses habitudes, ce qui peut être assez déstabilisant, et aussi des visages inconnus. Tout d'un coup, on est dans un environnement où on ne connaît plus personne, et ça peut demander beaucoup d'énergie d'interagir avec des nouveaux visages. Un autre changement, c'est également le nouveau rôle professionnel ou la perte d'un rôle professionnel. Donc, lorsqu'on part à l'étranger pour une fonction, pour l'entreprise, on engendre un nouveau rôle, souvent avec de nouvelles responsabilités qui peuvent être différentes. Donc, ça s'accumule avec le changement de cadre. C'est un contexte qui est différent, souvent un marché qui est différent, des clients qui sont différents, des fournisseurs et interlocuteurs différents, multiculturels. Donc, on interagit avec plusieurs cultures. Les nouveaux collègues et aussi les nouveaux lieux peuvent être assez déstabilisants. Et il se peut que le conjoint fasse le choix de mettre de côté sa carrière et donc se retrouve sans rôle professionnel, ce qui est aussi un grand changement à prendre en compte. Un troisième pilier, c'est la nouvelle communauté. Et là, il faut trouver son chemin. On ne sait plus comment se débrouiller. On ne connaît pas les lieux, les magasins, etc. Donc, il y a une première phase de s'adapter et découvrir comment les choses fonctionnent dans ce nouveau pays. Quels sont les horaires d'ouverture, comment conduire, les règles de conduite, etc. Donc, ça, c'est aussi un élément qui vient se rajouter au changement. Ce qui n'est pas affiché là également, c'est l'école pour les enfants, qui est un nouvel environnement également et peut être assez déstabilisant de se retrouver dans une salle de classe qui est différente, dans un cadre qui est différent, peut-être voire même une méthodologie, une pédagogie qui est complètement différente. Tous ces éléments-là se rajoutent à la nouvelle culture où on va passer du temps et de l'énergie à comprendre comment les choses fonctionnent, les subtilités. Souvent, on est préparé aux choses à faire et à ne pas faire. Et il y a les choses un peu plus profondes qu'on ne sait pas expliquer, mais auxquelles on sera confronté au quotidien et qu'il faudra découvrir au fur et à mesure. Et cela peut être particulièrement déstabilisant et peut confronter certaines valeurs et croyances profondes dont on n'avait pas conscience auparavant. Donc, comment est-ce que ça se traduit en termes de processus d'adaptation et d'intégration? Donc, lorsqu'on part, en général, on a une première phase qui est l'excitation, la préparation du départ et on arrive dans ce nouveau lieu avec beaucoup de curiosité, d'envie de découverte et on appelle cette phase-là la phase lune de miel,
qui correspond aux premières semaines, peut-être les premiers mois, ça dépend des personnes et des familles. Et ensuite, on rencontre souvent un moment de désorientation où notre famille, nos amis commencent à nous manquer et aussi les nouvelles habitudes nous fatiguent, etc. Donc on se sent un peu perdu jusqu'à vraiment toucher, comme sur la courbe, un peu toucher le fond qui est le choc culturel et le choc de pays qui commence un peu à nous miner. Dans le temps, bah, ce processus, la bonne nouvelle, c'est on n'en reste pas là, mais on commence à se débrouiller, à découvrir des stratégies pour s'adapter, rencontrer des nouvelles personnes, comprendre comment ça fonctionne, et on remonte vers l'intégration à travers différentes phases d'adaptation qui varient d'une personne à une autre, voire même varient au sein d'une même famille. Chaque membre de la famille peut réagir différemment. Donc, dans le temps, petit à petit, on retrouve un niveau de confort et de satisfaction qui nous permet de s'acclimater, de s'intégrer et d'être bien dans notre nouvelle culture. À cela, je rajouterai le changement et la transition. C'est-à-dire que le partir en expatriation est un changement. On part d'un pays pour en découvrir un nouveau, on change de maison, on change d'école, on change de travail. Et ce changement s'accompagne d'un processus qui est la transition. En fait, c'est la transition qui est la phase la plus compliquée, puisque c'est comment on va vivre ça, comment on va lâcher notre vie d'avant et pour bien accueillir la nouvelle vie dans ce nouveau pays. Donc pour ceci permet d'expliquer un peu la chute sur la courbe précédente, où on part d'un état initial d'équilibre, donc notre pays de départ, pour aller progressivement vers un nouvel équilibre. Donc dans cette transition, il y a 3 phases. Il y a la phase d'abord de séparation. Donc là, c'est un peu, on parle de perte, on parle aussi parfois de deuil, où on dit au début, il y a des fins, puisque c'est la fin de plusieurs choses. Et on peut passer par plusieurs éléments, de la désorientation, de la désidentification de qui on était avant, des rôles qu'on pouvait avoir avant, et aussi un certain désengagement. Ces phases-là sont nécessaires pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Et pour y arriver, on passe par une phase un peu appelée neutre ou la phase de crise, qui est la phase où on n'est plus tout à fait comme avant, mais pas tout à fait comme on sera, parce qu'on se cherche, parce qu'il y a de la confusion, et ça peut s'accompagner de l'anxiété, de la peur, de la désorientation, justement, d'un certain déséquilibre. Et quelque part, c'est une phase qui est aussi, enfin, qui est indispensable pour aussi, on va dire, lâcher de la créativité, de la curiosité pour aller vers le nouveau pays, la nouvelle culture et prendre des nouvelles habitudes. Et c'est là qu'on va marquer la phase de renouveau, qui est le nouveau départ et l'adaptation et l'intégration vers ce nouvel équilibre qu'on va trouver dans le pays d'accueil, d'expatriation ou d'immigration qu'on aura choisi. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque Non, chose? Non? merci. Donc, ces phases, on a beaucoup parlé là de certaines difficultés et des émotions qu'on peut ressentir. Ces émotions sont normales et elles reflètent la phase de transition que vous êtes en train de vivre. Donc, surtout, l'invitation, c'est de ne pas rester isolé avec ces émotions de peur, d'anxiété, de tristesse qui peuvent survenir parce que c'est tout à fait normal. Donc certains symptômes possibles du choc sont effectivement, comme je l'ai dit, la tristesse, un manque d'énergie, parce que ces changements, les changements d'habitude, interagir avec des personnes demande beaucoup d'énergie. On peut ressentir de l'ambivalence aussi envers le pays d'accueil, les personnes qu'on rencontre, de la colère, de la frustration, parce qu'on ne sait pas faire. On se retrouve dans des situations inconfortables et difficiles, de la nostalgie vis-à-vis de notre vie d'avant, un manque de sommeil ou un appétit perturbé. Et
parfois une tendance à s'isoler plutôt que d'aller vers d'autres pour justement sortir de tout cela. D'autres, Il peut y avoir des somatisations aussi corporelles avec les mal de dos. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître qui sont intéressantes à entendre. oui, donc soyez attentifs à ce que vous dit votre corps aussi. D'autres questionnements qui peuvent être soulevés en expatriation, parce que là, on a beaucoup parlé de la phase d'adaptation, de s'installer, des changements, et c'est surtout, c'est vrai qu'au début, on peut ressentir pas mal de difficultés. Et une fois qu'on est installé, on peut, un certain nombre d'autres questions peuvent commencer à survenir, hein, comme par exemple le choix de carrière de l'époux ou l'épouse. Qu'est-ce que la personne qui aura peut-être mis sa carrière entre parenthèses cherchera à s'occuper, à faire autre chose, à découvrir d'autres choses et après se poser vraiment la question de bah, qu'est-ce que je veux faire maintenant. Donc il y a ce questionnement professionnel. On peut aussi se poser des questions autour des enfants qui auront fait des découvertes riches, rencontré de nouveaux camarades, souvent de plusieurs cultures différentes, et qui petit à petit se désidentifient de leur culture nationale ou de passeport. Et on appelle ces enfants des enfants de la troisième culture, donc qui ne s'identifient pas forcément à leur pays d'origine, pas complètement à leur pays d'accueil et qui après pourront avoir un petit peu de mal à trouver leur place malgré une forte capacité d'adaptation et une certaine ouverture d'esprit. Et il y a également le questionnement de comment gérer son retour, à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Comment bien préparer son retour, sa réinsertion professionnelle au siège ou là où nous étions avant, pour également le retour des enfants et de l'époux et l'épouse. Donc, comment faciliter justement l'intégration en expatriation? Il y a un certain nombre de choses qui peuvent vous aider pour cela et pour surmonter ces difficultés. Tout d'abord, ce qui vous arrive est normal. Une bonne façon de se préparer, en fait, de faciliter ce qui va vous arriver, c'est d'être prêt. Donc, de s'informer, sur le pays d'accueil, des repères culturels. Peut-être un voyage de reconnaissance peut aider aussi pour appréhender l'ambiance, l'environnement. Un autre point très important, c'est d'accueillir vos émotions et aussi d'être à l'écoute de vous-même, comme le disait Marc, parce que votre corps peut aussi vous dire, donner les signes de fatigue, de difficulté, alors qu'on essaye de tout préparer, de tout mettre en place. De résistance à l'adaptation, en fait. Et de résistance à l'adaptation. Oui. Soyez curieux, donc partez à la découverte, rencontrez des personnes, d'autres personnes expatriées, des locaux également, pour vous aider à mieux comprendre l'environnement, poser des questions, observer. C'est pas toujours évident quand on est fatigué et qu'on est pris dans l'installation, etc. Mais vraiment, partez à la curiosité. Et donc, comme je l'ai dit, allez à la rencontre d'autres expatriés, des locaux. Soyez patient parce que c'est un processus qui prend du temps et qui sera différent pour les uns et pour les autres. Donc, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, une des solutions pour vous accompagner, c'est le coaching à distance. Le coaching à distance, c'est la possibilité de se faire accompagner par un coach qui est spécialisé via Skype ou Zoom ou une autre solution technologique depuis chez vous directement. Donc, un coach spécialisé en expatriation, c'est une personne qui est de confiance et sans jugement, qui connaît ce que vous êtes en train de traverser et qui sera tout à fait à l'écoute pour comprendre votre contexte et vos problématiques spécifiques. Et ce coach vous aidera aussi à explorer quelles sont les ressources que vous avez, parce que souvent vous avez déjà les ressources en vous et vous avez déjà vécu
au moins des petits changements qui se sont bien passés et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour surmonter les difficultés que vous rencontrez là. Et le coach va vous aider à explorer les options possibles jusqu'à la mise en œuvre d'une option ou de plusieurs options pour surmonter la difficulté que vous choisirez de partager avec votre coach. Tout ça dans l'objectif de rendre votre expatriation une expérience vraiment riche et réussie pour tous. Donc, quelques mots en plus sur le coaching à distance et les avantages de ce coaching à distance. C'est d'avoir un coach qui puisse parler la même langue que vous, parce que ça sera plus facile pour exprimer vos émotions, vos difficultés et aussi pour partager dans votre langue maternelle, c'est réconfortant. Le coaching à distance présente aussi des avantages en termes de souplesse horaire. Donc, on peut travailler plus facilement les décalages horaires et surtout, il n'y a pas de temps de déplacement puisqu'on se connecte directement depuis sa maison ou son bureau en fonction de ce qui est le plus avantageux. Et c'est également intéressant économie. Économiquement. Voilà, merci. En termes. Donc, en temps Et et en coût. Est-ce que tu souhaites rajouter non, quelque c'est chose bien. La langue là-dessus? maternelle, c'est très important parce que c'est en thérapie, on en parle très souvent. C'est indispensable de communiquer dans la langue maternelle Mm. pour que ce soit clair, précis et que les émotions puissent être véhiculées par les mots. Donc vraiment, ça, c'est très important. Et pour qu'un coaching à distance soit efficace, c'est important de créer les bonnes conditions pour effectuer le coaching. Donc, quelques conditions à prendre en compte pour cela, c'est d'être dans un cadre serein et calme. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être chez vous, ça peut être depuis le bureau, mais s'assurer d'être au calme, de fermer la porte, de ne pas être dérangé à ce moment-là pour avoir un moment privilégié d'échange et d'accueil avec votre coach. S'assurer d'une bonne connexion Internet, c'est assez indispensable. J'ai vécu dans des pays où l'Internet sautait, donc où l'électricité plutôt pouvait être coupée. Donc parfois, il y a des solutions simples avec des mini-générateurs ou autres qui permettent d'avoir une bonne connexion tout le temps. Donc c'est de s'assurer de ça et il y a des solutions. Avoir installé un logiciel de vidéo simple, Skype, Zoom, FaceTime. Les coachs à distance savent travailler avec tous ces logiciels. Et puis, l'important, c'est de choisir un coach avec lequel vous vous sentez bien et qui, par ailleurs, est certifié et qui est un professionnel de l'accompagnement qui pourra vous accueillir à travers ces difficultés éventuelles. Merci Carolina. Je pense que c'était assez clair sur les modes d'accompagnement. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de poser des questions, si vous en avez, j'imagine que oui. Et on va tenter de vous répondre. Par exemple, on a Sylvie, bonsoir. Le coaching, est-ce seulement au début de l'expatriation? Je te laisse répondre, Carolina. Alors, le coaching peut être très utile au début de l'expatriation puisque c'est souvent là qu'on va être confronté à des difficultés assez immédiates, je dirais, après la phase lune de miel. Par contre, il peut y avoir, comme je l'ai dit, quelques autres questionnements qui peuvent survenir lors de l'expatriation, comme des questionnements professionnels, des choix scolaires. Parfois, on décide de changer la scolarité des enfants pour pleinement profiter d'une école bilingue ou autre. Il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent survenir. Donc, le coaching, c'est tout au long de l'expatriation et pour répondre à tout type de problématiques pour chaque membre de la famille. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent. J'arrive pas à voir, c'est écrit tout petit sur Donc, l'ordinateur. que peut-on dire d'un choc culturel de le retour, qui arrive par exemple au bout de quelques années de résidence Oui. et après une période d'adaptation, une période de prise de distance par rapport à la culture locale, de fatigue, doute, en particulier si on a un enfant sur place avec toutes les remises en cause professionnelles que cela implique.
Donc, le choc culturel 2, donc si je comprends bien, il s'agit d'un choc qui survient au milieu de l'expatriation. Donc, oui, on peut tout à fait accompagner ce type de problématique qui vient rajouter des difficultés ou des questionnements qu'on peut avoir. Parce que parfois, dans cette situation-là, on découvre encore d'autres facettes de la culture d'accueil et on est confronté à d'autres questionnements par rapport à cela et des choix à faire. Donc, tout à fait, on peut accompagner cela à travers le coaching à distance. Merci de vos questions. On a Jean qui nous demande, faites-vous du coaching pour toute la famille? Alors, c'est un peu l'idée justement, c'est que effectivement, les personnes qui sont en tête de l'expatriation, qui en ont besoin professionnellement, hommes ou femmes, peu importe, ont besoin effectivement d'être accompagnés, mais ceux qui suivent de la même façon. Et nous avons des coachs qui sont spécialisés justement dans l'accompagnement, dans la parentalité, pour voir quel comportement, ce qu'on peut dire, ce qu'il faut éviter de prononcer tout de suite, voir comment on peut aménager les choses pour que les scolarisations se passent bien, à l'aller et éventuellement au retour, parce qu'il y a un retour souvent, hein. Donc oui, oui, ça, le coaching peut être et peut intéresser évidemment toute la famille. Alors, il y a Sylvie qui nous demande, merci Sylvie, pouvez-vous nous aider également sur des questions administratives? Alors, je te laisse répondre si tu veux, mais en l'occurrence, non, le Mm, coaching ne rentre pas sur les considérations administratives. Ça, c'est, il y mm. a des, Oui, il y a effectivement il y a des agences ou d'autres organismes qui peuvent t'aider spécifiquement sur les questions administratives ou de recherche de logement ou de scolarité, etc. Là, ça demande souvent on va dire des connaissances un peu plus pointues aussi sur l'environnement local et sur les lois ou autres qui peuvent exister. Donc là, le coaching à distance, l'idée, c'est vraiment d'accompagner dans la transition et les problématiques familiales ou professionnelles qui peuvent survenir là-dessus sans cette connaissance, on va dire, technique locale. merci. Mais en l'occurrence, le coaching ne fait pas du tout cela. Il y a Oriane, bonsoir Oriane, euh, qui nous demande comment on peut avoir accès au coaching. Eh bien, en l'occurrence, si vous souhaitez passer par la plateforme qui est présentée aujourd'hui, nous vous donnerons l'adresse sur les slides que vous Mm. recevrez et dans les mails que vous recevrez et qui s'appelle urgence-coach.com. Mais on va vous donner tout de suite l'adresse du contact si vous souhaitez nous écrire et nous poser des questions après que ce webinaire soit fini. On vous répondra avec un immense plaisir. Évidemment, il n'y a pas de souci. Et je pense que euh, on vous donne là, en l'occurrence, l'adresse. Carolina vous donne l'adresse du site et l'adresse du contact. Voilà, comme ça sera plus simple. Et vous pourrez nous poser des questions ou accéder directement à la plateforme et tous les coachs qui sont à votre disposition pour vous aider et vous accompagner. Euh, Anouk, bonsoir Anouk. Concernant le retour, avez-vous identifié également des... Bonjour la cinquantaine. Avec les lunettes, ça suffit pas. Avez-vous identifié également des phases de crise similaires au Mm. retour? Ah mais très très clairement. Oui, Alors pour ma part, en consultation précisément, j'ai pas mal de personnes qui reviennent et qui sont carrément, et c'est le mot utilisé, perdus. C'est-à-dire que là, ils ont fait une phase d'adaptation dans un pays, ils reviennent et ils ont toutes les caractéristiques d'une personne mm. effectivement qui a du mal à se réinsérer, alors que en partant, en revenant et en étant toujours dans le pays d'expatriation, il pensait que ça allait être beaucoup plus facile de revenir, et en fait non, pas du tout. Ça représente encore un problème. Je te laisse Oui, en témoigner si. oui, tout à fait. Au retour, on traverse les mêmes phases qu'au départ. Simplement, parfois, enfin, ce qui est difficile, c'est qu'on pense, comme le disait Marc, que c'est plus facile, le retour, et ne réalise pas à quel point on a pu changer à travers notre expérience d'expatriation. Et c'est qu'en étant à nouveau dans le contexte qu'on se rend compte eh ben, qu'on a changé, que notre pays d'origine a peut-être aussi l'environnement un peu changé. Les autres ont eu d'autres expériences aussi. Donc, on rencontre cela aussi. Après, les difficultés parfois sont un petit peu
différentes. Mais on peut également accompagner ce type de problématique au retour. Ok, alors merci. On a beaucoup de questions. On va essayer de répondre. JHP, est-il préférable que le coach connaisse un peu la culture du pays d'expatriation? À mon sens, non. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vois pas. Non, oui, c'est pas forcément nécessaire parce que le coach va vraiment travailler avec le coaché sur sa problématique et sa perception. Donc en fait, il y aura un questionnement avec le coach posera des questions pour un peu comprendre et va l'aider à trouver les options et les solutions nécessaires pour surmonter la difficulté qu'il rencontre. Les coachs interculturels auront une sensibilité de toute façon sur les différents types de cultures et qu'est-ce qui différencie les cultures en termes de communication, de gestion de temps, etc. Mais on n'est pas obligé de nécessairement connaître dans le détail la culture d'accueil. Non, je pense qu'il n'y a pas de, Non. il y a pas de difficulté. Pascaline, bonsoir. Faites-vous du coaching d'expatriation car le Oui. retour au pays de naissance peut devenir déstabilisant, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais oui, bien sûr, je pense qu'il est même très important d'anticiper le retour et de se faire aider et accompagner pour revenir avec plus d'assurance et plus de confiance en soi, c'est important. Là, il y a une question autour de la sécurité sociale française. Alors là, j'avoue que je n'ai pas d'éléments de réponse là-dessus. Alors, Concernant c'est intéressant ce que vous demandez parce que c'est une question qui vient en consultation. Quand j'accompagne par Skype des personnes qui sont en expatriation, on a souvent des questions autour de l'assurance maladie et même de la retraite, etc. Et on va mettre d'ici quelques temps sur la plateforme le contact d'un expert médecin qui sera à votre disposition aussi et qui pourra répondre à ce genre de questions. Et ça sera sans doute un apport important pour les personnes qui sont parties et qui veulent revenir. Et ça sera dans, je pense, peut-être une semaine ou deux, on va mettre cette option en place. Ça sera, je pense, plus facile. Alors, sur le plan administratif, il y a des questions pour avoir des organismes. Là, le plus simple, c'est effectivement, puis il y a une réponse donnée par la pointe après. Effectivement, les sociétés de relocation qui existent sur place ou en France, qui ont souvent des antennes ailleurs, peuvent aider sur ces plans-là. Ça, il y en a plusieurs. On peut aussi faire appel souvent aux différentes associations qui peuvent exister sur place pour avoir des explications sur le plan administratif. Donc le mieux, c'est de se renseigner sur ces différentes agences ou associations. Proposez-vous du coaching en anglais? Oui, Oui, bien sûr. et pas que. Voilà. Espagnol, italien, les coachs parlent plusieurs langues. Et je rappelle à quel point c'est important que vous trouviez un coach qui soit dans votre langue maternelle. Alors, si vous êtes anglophone ou espagnol, etc., vous aurez réponse aussi parmi nos coachs qui pratiquent plusieurs langues et qui pourront vous répondre. Mais pour vous-même, la langue maternelle est quand même très importante. Alors, ça va très vite. Alexandra, je crois. Parle-t-on de coaching aussi pour l'accompagnement? Je vois pas, excuse-moi, j'arrive pas à lire. Parle-t-on de coaching aussi pour l'accompagnant, femme qui suit, ou de psy? Alors, je pense que le coaching, alors c'est intéressant cette question parce que c'est vraiment ce qui m'a donné, et j'en ai parlé avec mes associés, ce qui nous a donné envie de mettre en place cette plateforme de coaching. Euh, le coaching apporte énormément de réponses sur l'expatriation, entre autres, et sur tout un tas de domaines qui sont assez larges finalement. Et j'ai pas envie de dire bon, la thérapie va pouvoir apporter les réponses. C'est un petit peu, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est un petit peu comme si on demandait à quelqu'un qui prépare le marathon d'être accompagné par le chirurgien orthopédique. Alors qu'en fait, c'est le coach sportif qui va permettre d'emmener le marathonien. Et c'est un peu la même chose. C'est effectivement, ça relève du marathon de faire une expatriation. C'est extrêmement éprouvant, extrêmement difficile. Il faut avoir des réserves naturelles importantes. Il faut y croire. Il faut avoir cette ambition. C'est très difficile, mais je pense que le coach est vraiment armé pour faire ça.
Et c'est éventuellement, après, je vois qu'il y a des questions qui arrivent après autour de la thérapie, on va répondre, et c'est éventuellement après, si on voit que les limites du système du coach ont été atteintes et quand les somatisations peuvent se faire apparentes, que la prise en charge thérapeutique peut être envisagée. Mais c'est vraiment après. Là, on est vraiment en amont sur la préparation et sur l'accompagnement pour que ça se passe au mieux. On est plutôt dans la prévention Mm. que dans la postvention, hein, Mm. pour être clair. Et le coaching est vraiment une intervention dans le ici et le maintenant. Donc, le coach va travailler sur les problématiques rencontrées par la personne pour trouver des solutions afin d'avancer et résoudre cette situation. C'est aussi le rôle du coach, à un moment donné, s'il se rend compte qu'il y a d'autres difficultés derrière cela, comme des somatisations ou autres, qui fera une référence vers un psy ou un psychothérapeute ou autre. Donc, il y a dans la déontologie du coaching, le coach saura aussi faire la part des choses si c'est nécessaire. JHP a posé d'ailleurs une Mm. question autour de ça. J'espère qu'on a répondu à cette question. N'hésitez pas. Après, je pense qu'il y a plus des questions un peu administratives autour de la retraite. Et là, en l'occurrence, ça, pour le coup, ça Mm. relève pas du coaching. Non. Après, on a effectivement, est-ce qu'on parle d'expatriation avec un contrat d'expat ou un contrat local? Contrat expat, l'entreprise prend beaucoup d'aspects en charge. Alors, oui, là, on parle d'expatriation au sens large, Oui. hein, donc contrat d'expat ou contrat local, ou voire même un choix d'émigration. Ça peut être ce choix-là. Donc là, pour le coaching, peu importe. C'est plus autour de ce que vous allez rencontrer sur place qu'on va travailler. Donc le type de contrat n'a pas d'importance. Après, effectivement, l'entreprise peut éventuellement prendre en charge le coaching ou pas. Ça peut être une question à poser à votre organisation. Certains même accompagnent aussi les conjoints pour les aider à mieux s'installer, voire même à réfléchir à leur choix de carrière ou orientation suite à l'expatriation. Alors, Salwa, je crois, bonsoir. Une question, même style, concernant le retour des expatriés et leurs enfants. Pensez-vous présenter un webinaire prochainement à ce sujet? Bah écoutez, oui, pourquoi pas, c'est une bonne. On en parlait On en parlait justement. juste avant, donc je pense qu'il va falloir qu'on le prépare et qu'on le fasse et que ce Mm, soit plus spécifiquement lié au retour. mm, On a pas mal de questions autour de ça, donc oui, je pense qu'il va falloir le faire. mm. Et pour les enfants aussi qui parfois les parents disent on rentre. Voilà, on rentre en France, on rentre chez nous. Or, les enfants n'ont pas forcément cette vision-là parce que parfois, ils ont vécu plus longtemps à l'étranger qu'en France. Donc, pour eux, c'est presque comme une nouvelle expatriation. Donc, c'est aussi comment gérer ça au sein d'une même famille, les différences d'appréhension et de perception du retour. Alors, il y a une question intéressante. Quelle différence entre les coachs externes et les coachs internes à l'entreprise? Effectivement, il y a beaucoup de grandes entreprises qui proposent des accompagnements avec des coachs qui appartiennent à l'entreprise, en fait, qui sont intégrés. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, et je pense que c'est bien de l'utiliser, mais on a je pense, deux limites à ce système. C'est le principe de neutralité qu'un coach externe aura de fait, puisqu'il n'est pas lié à l'entreprise qui a proposé l'expatriation. Donc ça, c'est déjà très important, ce principe de neutralité, de bienveillance, même si les coachs de l'entreprise le sont aussi. Mais enfin, la neutralité sera totale. Et deuxièmement, je pense que pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, il va falloir un accompagnement global. C'est pas uniquement lié à l'activité professionnelle, ce qui est important parce qu'il faut qu'elle se passe bien en termes d'intégration, mais c'est un ensemble de choses, c'est toute une famille qui se déplace et qui a besoin d'être accompagnée. Et le coach lié à l'entreprise va pas pouvoir prendre en charge cette partie-là, alors qu'un coach externe, lui, va évidemment s'inquiéter et favoriser, donner un maximum de paramètres pour aider les personnes à s'acclimater le plus vite, le plus vite possible à ce nouvel environnement. Voilà pour les différences. Alors, Julie, bonsoir. Merci pour vos réponses. Le coaching peut-il être à des périodes non ponctuelles et seulement quand on en ressent le besoin? Comment fonctionne la durée de l'accompagnement? Alors, c'est c'est vraiment une excellente question parce que c'est ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire que si
Évidemment, le coaching a pour déontologie d'être dans un processus d'accompagnement qui est ritualisé, régulier et qui permet d'avancer au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des besoins ponctuels. Et si vous vous connectez sur la plateforme, vous verrez d'ailleurs que les connexions sont variables. Ça démarre à 10 minutes et ça va jusqu'à 1 heure. Et à chaque fois, on me dit, quand même, c'est bizarre, un coaching de 10 minutes, c'est pas possible. En fait, c'est faux. J'ai souvent eu des appels de l'étranger, de Hong Kong, de New York, ou bref, d'autres personnes que j'accompagne, et qui avaient juste besoin de me parler 10 minutes. Pas plus. Ils avaient besoin d'une réponse à une question et il leur fallait le plus vite possible. Et donc, on a prévu à cet effet dans cette plateforme des possibilités pour vous d'appeler 10 minutes, alors qu'il n'y aura pas eu de prise en charge préalablement les semaines précédentes. Il faut que votre coach vous connaisse, pardon. C'est important. Mais à un moment donné, vous n'aurez peut-être pas envie de faire une séance toutes les semaines, vous aurez juste envie de pouvoir l'appeler et de lui demander quelque chose en urgence. Eh bien, c'est possible. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est assez nouveau sur ce système-là. Et l'accompagnement peut se faire. Alors, l'objectif du coaching, c'est de vous aider à devenir, on va dire, autonome et à utiliser vos ressources. Donc, l'accompagnement n'est pas non plus ad vitam. Simplement, on peut l'envisager sur une période assez courte en fonction de la problématique, voire sur plusieurs mois s'il y a d'autres difficultés qui sont rencontrées. Et après, comme l'a dit Marc, de façon très ponctuelle, une fois que la relation est en place, que le coach et le coaché se connaissent bien, ça peut aller assez vite, on peut dénouer assez vite une situation. Donc 10 minutes, c'est faisable. Après, il faut que la question soit appropriée pour 10 minutes. Exactement. Donc c'est Et d'ailleurs, il y a une question, c'est Lisa, je crois. Quel est le coût du coaching? Est-ce qu'il y a un forfait? Alors, on peut tout imaginer. Sur la plateforme, c'est à la séance. Je crois que si les souvenirs sont bons, on démarre à 35 € jusqu'à 150 €, je crois. Donc, pour 1 heure. Donc, effectivement, on peut imaginer que vous pourriez avoir besoin d'être accompagné pendant une semaine, 2 semaines avant de partir ou en arrivant sur place. Et puis après, ça s'étale un peu dans le temps et les durées se réduisent. Dès lors où la question est très précise, elle est proposée au coach avant d'être avec l'appel, le coach peut déjà préparer une réponse adaptée et vous aider. Dès lors, en plus, il vous connaît d'avant. Alors là, on gagne évidemment beaucoup de temps. faites-vous de l'accompagnement après un burn-out et à la reprise de son travail dans le pays d'expatriation. Alors là, attention, là on touche la psychologie, on n'est plus forcément sur le coaching, même si les coachs interviennent en post-vention après un burn-out, mais il faudra que ce coach prenne soin de s'assurer que toute la prise en charge pluridisciplinaire liée au burn-out est bien souvent à un traitement avec un suivi psy et effectivement sur un aspect de la prise en charge, le coach pourra intervenir. Mais il faudra bien avant s'assurer que la prise en charge est pluridisciplinaire, ce qui est vraiment fondamental dans le burn-out. Pourquoi? Parce que d'abord, on va éviter la récidive, ce qui peut être extrêmement dangereux. Et c'est très important que le fil conducteur soit fait par une équipe médicale et qu'ensuite le coach puisse s'insérer dans l'accompagnement au rétablissement et à la suite des enjeux, évidemment, qui se jouent à ce moment-là. Et ça peut se faire en parallèle, ce qui permet du coup d'aborder les problématiques professionnelles avec le coach et ensuite les problématiques liées vraiment au burn-out avec l'équipe psychologique en Exactement, parallèle. Mm. exactement. Merci. De proposer une forme de coaching, mais un petit guide, un livre ou bien un spécialiste du pays d'expatriation pour s'adapter à ce pays serait une bonne idée pour l'UFE. Ce sont les aides réelles, techniques, administratives qui accompagnent et empêchent de toucher le fond, d'être perdu et donc d'adapter efficacement. Mieux Tout vaut à fait, prévenir, oui, oui. Mieux vaut prévenir le tout à stress fait. que devoir guérir le stress d'un Mm. problème. Oui, Alors, tous ces bravo. éléments-là, effectivement, tous les éléments administratifs, les do's and don'ts au niveau surtout comportemental, observable, plus on est préparé, plus facile ce sera pour apporter de l'accompagnement. Et après, il y a tous les éléments qui touchent plus
à soi, à ses propres croyances, ses propres habitudes qui vont venir s'ajouter à ça. Donc, le coach pourra répondre à ces problématiques-là et s'il y a toutes les autres questions qui sont plus faciles à répondre, qui sont bien préparées à l'avance, ça facilite énormément les choses. Je reviens juste avant, je reviens sur cette notion de burn-out qui est quand même importante parce que c'est une question qui revient souvent. Le burn-out, on le considère comme un épisode professionnel, une réponse professionnelle. Ça peut aussi être un burn-out familial. Et en fait, on voit bien lors des expatriations que ça existe. La charge mentale est telle dans l'organisation avec les enfants, etc., que effectivement le burn-out peut intervenir. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue familial. Donc, c'est vraiment une question intéressante et c'est vraiment une question qu'il faut développer en termes de prévention. Mm. Quelles sont les problématiques les plus récurrentes dans l'expat? C'est une très bonne Il y en a question. beaucoup. Il y en a beaucoup parce que ça dépend de chacun. Il y a 1,5 million d'expats, donc il va y Voilà. avoir 1,5 million de réponses. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est un petit peu ça. Je crois que au sens large, c'est vraiment trouver sa place. C'est trouver sa place dans un nouvel environnement, un nouveau pays, des nouveaux repères, toujours en étant quand même soi-même et s'y sentir bien. Je pense que ça, c'est vraiment la grande question. Mais dans cette grande question, il peut y avoir plein de choses, plein de problématiques qui surviennent avec l'expatriation. Et c'est parfois aussi le lâcher prise, lâcher ce qu'il y avait avant. En fait, le fait de se rattacher à notre vie d'avant, à la France ou le pays d'avant, et de pas complètement lâcher pour s'immerser dans son nouveau pays d'accueil. Et souvent, la difficulté, c'est la résistance dont on parlait tout à l'heure. Alors, GHP nous écrit au oui, le burn-out familial pour continuer euh, la complément. Complémentarité coach psy Oui. en cas de phase un peu lourde. Pouvez-vous proposer un accompagnement psy en complément ou doit-on chercher par nous-mêmes? Alors, ce que je vous propose, non, non, on peut le prévoir. Ce que je vous propose, c'est que ça ce sont des questions extrêmement précises. Contactez-nous sur l'adresse qu'on vous a donnée tout à l'heure, sur Mm. contact, et on vous répondra plus précisément, parce que ça peut être long, et puis on le fera volontiers, évidemment. N'hésitez surtout pas, on vous donnera les éléments à ce sujet. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on a su répondre à quelques-unes de vos questions et elles sont intéressantes toutes. On vous remercie évidemment très chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez vraiment pas à nous poser des questions, vraiment on vous répondra volontiers. On vous souhaite plein de bonheur autour de vous pour cette fin de journée et à bientôt peut-être. De belles aventures en expatriation, surtout. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter par mail envoyé précédemment et vous aurez la présentation envoyée demain dans vos boîtes mail. Merci. Au revoir.